Bonsoir, vous venez de voir l'image du jour, la victoire de la France en finale de la Coupe Davis de tennis. C'est bien sûr l'un des titres de cette édition, auquel j'ajoute l'accord global pour la libération des otages au Proche-Orient, les élections pour l'indépendance en Ukraine, l'agitation sociale en France. Ce sont quelques-uns des titres commentés par Édouard Balladur, l'ancien ministre d'État chargé de l'économie et des finances, et ce soir, le grand témoin du 19-20. L'historique victoire donc de l'équipe de France de tennis cet après-midi à Lyon. La France n'avait pas gagné la Coupe Davis depuis 1932. Après les exploits d'Henri Lecomte pendant 2 jours, c'est Guy Forget qui a marqué le dernier point, celui du bonheur. Récit Jean-Philippe Tire. Comme contre André Agassi vendredi, Guy Forget tente rapidement de conquérir le filet. Ses montées sont efficaces et sûres, mais Pete Sampras joue aussi sur sa valeur de numéro 6 mondial. Et ses passing shots sont cruels pour Forget. Comme contre Agassi, c'est seulement au jeu décisif que cette première manche bascule sur une erreur de l'Américain qui perd 8 points à 6. Dans la deuxième manche, Sampras se jette à son tour au filet où ses réflexes et son sens aigu de l'anticipation à la volée font merveille. Il prend une fois le service de Forget et conclut 6-3 sur un service gagnant. Tout est à refaire et le public se demande si Forget ne va pas craquer comme contre Agassi. Bien au contraire, son jeu atteint des sommets, il lâche tous ses coups et arrache les points à l'énergie. Bref, Guy se lance sur les traces d'Henri vendredi et ses smashs rageurs font la décision. Il s'impose 6-3 dans la troisième manche. C'est de la folie dans le palais des sports de Gerland. Une ambiance incroyable, du jamais vu pour un match de tennis. C'est sans doute cette ambiance qui pousse un Guy Forget transcendé dans la quatrième manche. Forget euphorique prend le service de Sampras, sauve plusieurs balles de break et conclut 6-4 dans le délire sur un dernier coup droit. Forget vainqueur 7-6, 3-6, 6-3, 6-4. C'est le point qui manquait à la France pour décrocher la Coupe Davis. Ça fait 18 ans que je joue au tennis, c'est ma plus belle victoire, le plus beau jour de ma vie. Je pense à... J'espère que j'en connaîtrai des plus beaux, mais au moins j'ai reconnu celui-là. Et maintenant je sais ce que ressentent les très très grands quand ils gagnent des grands événements. Parce que moi j'ai ressenti ça, alors... Ça fait maintenant, je ne sais pas combien d'années que nous l'attendons. Et je dois dire que moi j'avais confiance parce que j'ai vu beaucoup jouer Forget et Lecomte. Et je pensais que vraiment ils étaient meilleurs que les joueurs américains. Pour la France, c'est une victoire fantastique. Fantastique que nous a offert l'équipe de France. Noah, Lecomte, Forget, c'est extraordinaire. Quand la France gagne, on sort un peu les mains des poches et puis on applaudit. Cet après-midi, on avait rendez-vous avec l'histoire et on n'a pas manqué ce rendez-vous. C'est comme attraper la comète de Halley. C'est sans doute une des plus grandes épopées sportives en même temps que les Jeux que j'ai connus. Depuis 1932, la France attendait de nouveaux mousquetaires. Aujourd'hui, Yannick Noah, Henri Lecomte, Guy Forget et toute l'équipe, portée par un public extraordinaire, viennent de réaliser un des plus beaux exploits du sport français. Et Henri, écoutez l'ovation. Le capitaine de l'équipe de France, Yannick Noah, est en direct à Lyon aux côtés de Dominique Champeau. Yannick, je vous ai vu sourire à l'instant. Que ressentez-vous maintenant 1h30 après ce grand moment et ce grand bain d'émotions? Je n'ai pas bien entendu là. Yannick, que ressentez-vous maintenant? Comment s'estime, s'évalue l'émotion et le sentiment d'avoir gagné la Coupe Davis ce soir? C'est encore un peu trop tôt là. Bon, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'émotions qui se bousculent, beaucoup d'images qui se bousculent. On sait pas, je sais pas encore trop, mais c'est très beau, c'est très fort, c'est tellement d'amour, tellement de les copains, cette énergie du groupe, quoi. C'est bien de faire partie du groupe déjà avant, mais gagner en plus avec dans cette ambiance, c'est vraiment formidable. Davantage que la victoire d'une équipe, j'ai l'impression que c'est la victoire aussi d'un commando, parce que depuis 15 jours, l'équipe de France vivait un petit peu repliée sur elle-même. On avait fait abstraction des médias, abstraction de tout ce qu'il y avait autour. Et vous pensez que ça a été déterminant?
Oui, c'était complètement déterminant. Je crois qu'il fallait pour nous rassembler toutes les énergies. Je crois que dans cette équipe, il y a des gars qui ont des qualités, des défauts, et je crois qu'on a réussi à mettre tous les défauts de côté, oublier tous les défauts, les petits problèmes, pour pouvoir justement garder toute l'énergie ensemble et faire en sorte qu'on joue vraiment en équipe, en groupe. Et je crois qu'à partir du moment où on se prépare comme ça, après le match c'est plus facile. Je crois que les gars avaient quelque part déjà gagné avant de commencer, quoi. J'y croyais vraiment depuis le début. Et quand je leur en parlais, je leur dis je rêve qu'on gagne, je crois qu'on peut gagner, les gars. Dominique ? Ils me regardaient comme ça, un peu les yeux en l'air, ils n'étaient pas sûrs. Mais et puis bon, après ce match qu'a joué Henry, je crois qu'il a vraiment donné le ton à cette finale. Il y a eu ce double formidable. Et puis il y a ce match de Guy, j'arrêtais pas de lui dire écoute, c'est pas tomber c'est bien beau, mais ce qui est important c'est rebondir. Et aujourd'hui il a rebondi, il a fait un match formidable. Dominique, un dernier mot. Quel est le programme de la soirée maintenant pour les joueurs de l'équipe de France? Si Yannick peut répondre directement s'il m'entend. Que faites-vous ce soir? C'est Saga Africa, où et comment? Bien, on a un dîner officiel, alors oui. Bon, on va rester sérieux pendant 3-4 minutes, et puis après ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. Merci Yannick Noah et bravo, Okay. Bravo en tout cas. Des millions de téléspectateurs ont suivi cet après-midi en direct sur FR3 la victoire de l'équipe de France dans cette finale de Coupe Davis, et merci de nous avoir rejoints ce soir pour nous faire partager votre émotion. L'actualité ce soir, c'est aussi le référendum sur l'indépendance organisé aujourd'hui en Ukraine, république la plus riche, la plus peuplée, après celle de Russie. Le référendum est assorti d'une élection présidentielle et ne semble pas faire l'ombre d'un doute. L'indépendance devrait être votée aujourd'hui, indépendance qui portera probablement un nouveau coup à l'Union présidée par Mikhaïl Gorbatchev, commentaire de Jean-Paul Gerroir. Si l'Union soviétique perd l'Ukraine, elle perd la tête, disait Lénine. La décapitation risque fort d'avoir lieu ce soir. Les 37 millions d'électeurs ukrainiens appelés aux urnes vont sans doute confirmer massivement l'indépendance proclamée par leur parlement en août dernier. Pour Mikhaïl Gorbatchev, cette indépendance représente un véritable désastre, non seulement pour l'Union, mais aussi pour l'Ukraine elle-même, la Russie, l'Europe, le monde. C'est dans ces termes qu'il l'a décrit au téléphone à George Bush hier. Le divorce ukrainien représente, il est vrai, un coup dur de plus pour une union déjà moribonde. L'Ukraine, c'était la moitié de la production agricole de l'ex-URSS et le quart de sa production industrielle. Les Ukrainiens entendent désormais exploiter cette richesse à leur propre compte. Aujourd'hui, ils doivent aussi élire un président pour leur nouvel État. Leonid Kravchuk, l'actuel homme fort de la République, par grand favori. Ancien apparatchik reconverti en nouveau père de la nation, il devra faire face à plusieurs défis. D'abord, mener à bien une politique de réforme radicale de l'économie, négocier le statut des minorités russes et roumaines et convaincre les Occidentaux de reconnaître son nouvel État. Jusqu'à présent, ils ont mis à cette reconnaissance une condition principale, que l'Ukraine donne des assurances sur le contrôle ou la destruction des quelques 2000 têtes nucléaires implantées sur son territoire. En Yougoslavie, l'émissaire spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Cyrus Vance, est arrivé aujourd'hui à Belgrade pour une nouvelle série de négociations avec les responsables serbes et croates afin de préciser les modalités d'envoi de casques bleus en Yougoslavie. Les combats se sont poursuivis tout au long de la journée en Croatie, avec notamment de nombreux tirs d'artillerie. Monsieur Balladur, hormis Bernard Kouchner et Jean-François Degnaud, la classe politique ne s'est pas beaucoup mobilisée sur la crise yougoslave. N'avez-vous pas le sentiment pourtant que l'avenir de l'Europe se joue autant à Dubrovnik qu'à Maastricht? Certainement. L'Europe des 12 dans l'affaire yougoslave a fait preuve à la fois de son impuissance et de sa passivité. Dans une dizaine de jours, on va tenir une réunion à Maastricht de laquelle on nous explique déjà que résultera l'avenir de l'Europe. L'avenir de l'Europe ne résultera pas de textes ou de traités, il résultera d'abord d'une volonté, d'une action commune. Et je constate que cette volonté d'action commune, l'Europe des 12 ne l'a pas manifestée avec fermeté dans l'affaire yougoslave. C'est pour nous extraordinairement dangereux. Voilà un État qui éclate, voilà une guerre qui est à nos portes, avec des conséquences graves. Les États européens ne sont pas d'accord entre eux. Les Allemands veulent depuis déjà de nombreux mois reconnaître la Croatie et la Slovénie. Les Français Genscher annonce que ce sera effectif pratiquement le 10 décembre au soir. C'est ça. Et les Français ne le souhaitent pas parce qu'ils souhaitent éviter l'éclatement de la fédération yougoslave. Or, que se passe-t-il? Si j'ai bien compris ce que j'ai lu depuis 24 heures, le gouvernement français va finalement adopter la même position que le gouvernement allemand pour qu'il n'y ait pas un désaccord trop évident entre Allemands et Français avant la réunion de Maastricht. Eh bien, je dois dire que pour ma part, je déplore d'une part que notre gouvernement
n'ait pas décidé de sa propre volonté de reconnaître plus vite le gouvernement croate, car il est évident que les Croates ne veulent pas rester associés aux Serbes. Et je regrette en deuxième lieu qu'on le fasse un peu comme pressé par la nécessité et pour démontrer qu'on est plus unis entre Européens qu'on ne l'est vraiment au fond des choses. Alors, revenons sur ce sommet de Maastricht qui s'ouvre donc lundi 9 décembre aux Pays-Bas. Il va y avoir, on peut le supposer, une union politique un peu au rabais, une union monétaire qui paraît superficielle, qui ne propose pas de date en tout cas pour l'entrée en vigueur d'une monnaie unique. Quel est votre sentiment vis-à-vis de Maastricht? Quels sont les critères qui, selon vous, feront de Maastricht un succès ou un échec? Je crois que Maastricht ne sera pas l'échec que certains redoutent et ne sera pas non plus le grand succès que certains souhaitent. Il est probable que ce sera un peu entre les deux et que ce sera une étape. Il est probable que nous allons nous mettre d'accord à Maastricht pour organiser l'union monétaire de l'Europe avec des étapes, ce qui est la raison même d'ailleurs. C'est des problèmes tellement compliqués qu'on ne peut pas brûler les étapes. Vous souhaiteriez, comme Valéry Giscard d'Estaing, que l'on arrête d'ores et déjà une date pour l'entrée en vigueur d'une monnaie unique? Non. Je pense que la sagesse serait de se donner 3 ou 4 ans pour voir comment les choses fonctionnent et à ce moment-là de prendre une décision. Et en second lieu, je souhaiterais que sur le plan de l'union politique et militaire, l'Europe soit enfin capable de s'organiser. Je le répète, le spectacle qu'elle donne en Yougoslavie est rien moins que réconfortant. Il est temps désormais que nous, Européens, qui sommes les pays qui, associés, représentons peut-être la force économique la plus importante du monde, soyons enfin les maîtres de notre sécurité. C'est une question, je dirais, à la fois de dignité, de respect de notre histoire et de volonté d'indépendance. C'est ce que je souhaite, moi, essentiellement à Maastricht. C'est qu'on progresse dans une organisation militaire qui affirme mieux l'indépendance des pays européens. L'actualité ce soir, c'est aussi l'accord global sur le dossier des otages au Proche-Orient. L'Américain Joseph Sicipio, en détention depuis 5 ans, pourrait être libéré dès demain. 25 prisonniers arabes viennent, eux, d'être libérés par les milices libanaises pro-israéliennes. Accord conclu sous l'égide de l'ONU. Commentaire d'Hélène Frandon. Le communiqué de l'EJR, l'Organisation de la Justice Révolutionnaire, est bref. Une trentaine de lignes à peine, mais formel. Joseph Sicipio sera libéré dans les 48 heures. En guise de preuve, un cliché du comptable de l'université américaine de Beyrouth, âgé de 61 ans. Il avait été enlevé en septembre 86. C'est le dernier otage occidental aux mains de l'OJR. Une annonce qui ne doit rien au hasard. Ce matin, 25 prisonniers arabes ont été libérés par l'armée du Liban Sud, alliée d'Israël. Une libération âprement négociée par les organismes preneurs d'otages, ainsi que par la Syrie, le Liban, l'Iran et l'ONU. En fait, chacun trouverait son compte dans un dénouement rapide. Javier Pérez de Cuellar, le secrétaire général de l'ONU, souhaite boucler le dossier des otages avant son départ. De leur côté, Arabes, Israéliens et Occidentaux comptent échanger des prisonniers devenus encombrants. Mais ils gardent encore les pièces maîtresses du jeu. Sheikh Obed, détenu en Israël, les frères Ahmadé en Allemagne et au Liban. Parmi les 6 otages occidentaux, Terry Anderson, le plus ancien d'entre eux, leur libération est espérée avant la fin de l'année. Et peut-être même avant la fin de la semaine, selon des sources américaines. C'est une dépêche qui arrive de Damas ce soir, qui annonce que Terry Anderson et Alan Steen, les 2 autres otages américains, pourraient donc être libérés avant la fin de la semaine. En bref, encore, sachez que le Premier ministre israélien Yitzhak Shamir a déclaré aujourd'hui qu'Israël maintenait sa décision de se rendre à Washington le 9 décembre et non le 4 comme l'avaient proposé les États-Unis. La polémique et peut-être le scandale en France autour de la transmission par des policiers français d'une liste d'opposants à la police libanaise. Le ministre de l'Intérieur, Philippe Marchand, a demandé l'ouverture d'une enquête sur l'origine de cette divulgation qui pourrait mettre en péril la sécurité de nombreux réfugiés politiques et de leurs familles. Commentaire de Philippe Pister. 85 noms, 67 Libanais, 12 Français, 6 Maghrébins. Ils manifestaient à Paris le 21 octobre contre la visite du président Raoui en France. Leurs noms ont été relevés par la police française lors de leur interpellation pour contrôle d'identité. Seulement voilà, cette liste a été transmise à la sécurité libanaise, ainsi que le montre ce document, fac-similé d'une circulaire datée de Beyrouth le 13 novembre. Elle ordonne l'arrestation des ressortissants libanais et l'interdiction d'entrer au Liban pour les étrangers concernés.
À Paris, selon le ministère de l'Intérieur, il s'agit d'une fuite. Philippe Marchand, hier soir, demandait d'ailleurs l'ouverture d'une enquête. À l'ambassade du Liban, on dément également que la liste ait été transmise par la police française. Dans le même temps, l'ambassadeur affirme que la circulaire ordonnant les sanctions à l'encontre des opposants a été personnellement annulée par le président Raoui le 28 novembre. Alors, fuite émanant d'un policier, échange de bons procédés entre services secrets ou pourquoi pas entre gouvernements, l'enquête tranchera peut-être. Restent des opposants inquiets quant à leur sécurité et surtout celle de leurs proches au Liban. Première réaction politique, celle de Jean-François Deniau sur RTL qui a demandé si l'hypothèse se vérifiait que des sanctions exemplaires soient prises dans la police, exigeant même peut-être la démission du ministre de l'Intérieur. Édouard Balladur, quelle est votre réaction? Si les choses se vérifient, elles sont absolument révoltantes. Et il ne suffit pas de s'indigner, il faut châtier sévèrement les responsables à quelque niveau qu'ils se trouvent. Je ne peux pas en dire plus dans l'état actuel des choses. Enfin, moi, je n'en sais pas plus et je crois que peu nombreux sont ceux qui en savent davantage, mais c'est la responsabilité du ministre de l'Intérieur d'informer très vite le Parlement, dès mercredi prochain aux questions d'actualité, sur les résultats de son enquête. Il ne doit pas lui falloir plus de 2 jours pour y voir clair. Nous ouvrons maintenant la page politique avec d'abord les batailles de procédure, voire la confusion chez les écologistes aujourd'hui. Le Conseil national des Verts réuni à Paris a donné lieu à de nombreuses chamailleries. Les écologistes qui veulent élargir leur réflexion à d'autres thèmes que l'environnement ont réussi malgré tout à parler aussi de l'immigration. Reportage sur place de Véronique Gorel et de Marie-Hélène Roctois. L'écologie revisitée cette fois par les écologistes, un terrain où on ne les attend pas forcément. À la polémique, les Verts préfèrent la pédagogie. Premier débat, première proposition. Condamner plus fermement le racisme, y compris sur le plan des idées, donner la priorité à l'intégration et mieux contrôler les flux migratoires. Pour l'essentiel, les Verts dans ce domaine ne se démarquent pas vraiment des principales formations politiques, sauf sur un point, le droit de vote aux immigrés, dans les élections locales et pour ceux qui résident en France depuis plus de 5 ans. Une idée chère aux écologistes qu'ils comptent défendre contre vents et marées. Ce sont les populations qui payent des impôts, elles doivent avoir la possibilité de participer, je dirais, à la décision qui détermine la manière dont on utilise ces impôts au niveau local. Nous avons adopté d'ailleurs dans la définition droit de vote aux élections locales pour des personnes présentes depuis 5 ans dans la commune, des dispositions qui sont, je le répète, en vigueur ailleurs en Europe. Qu'on se le dise, les Verts ont des idées et pas seulement en matière d'environnement. À quelques mois des élections, ils entendent les défendre, quitte à dérouter certains de leurs électeurs. Personnellement, au niveau des Verts, je demande à long terme, au niveau de... Alors, Édouard Balladur, le RPR fait depuis quelque temps un peu les yeux doux aux écologistes. Le meilleur moyen de les séduire, ce serait de leur faire une petite place à l'Assemblée nationale? Je crois qu'il ne s'agit pas de séduire. Il s'agit de rassembler le plus grand nombre de Français possible pour une autre politique que notre pays manifestement appelle de ses voeux, tellement il est évident que la politique qui est menée depuis quelques années n'arrive pas à résoudre les problèmes de notre nation. Alors, il faut parler. Et ce que nous avons décidé, c'est de parler avec les Verts, notamment, pour voir quels sont les problèmes sur lesquels nous pourrions éventuellement être d'accord. J'observe qu'eux-mêmes connaissent les mêmes problèmes que les formations politiques qualifiées de traditionnelles, ce qui ne sont pas unanimes sur un certain nombre de sujets. Et je vous dirai tout de suite que, par exemple, je suis tout à fait hostile au droit de vote des immigrés. Le droit de vote est lié à la notion de citoyen, d'après notre Constitution, et il ne doit pas en déporter. Et vous n'êtes pas prêt pour l'instant à leur faire donc une petite place à l'Assemblée nationale en favorisant la réforme du mode de scrutin? Oh, il ne s'agit pas de faire de la place à tel ou à tel à l'Assemblée nationale, il s'agit de respecter la règle du jeu. La démocratie s'est fondée sur un minimum de morale. On ne change pas la règle du jeu au gré de ses intérêts 1 an avant les élections. Nous sommes donc partisans de ne pas modifier la loi électorale. Nous verrons après l'élection législative de 1993 s'il y a lieu de la modifier, dans quel sens, et de faire en sorte qu'on n'en change pas tout le temps. Et votre sentiment, c'est aussi de ne pas modifier la Constitution avant les élections législatives? Alors, effectivement, je constate une chose, c'est que M. Mitterrand a lancé l'idée de réformer la Constitution et qu'apparemment, ça a créé beaucoup de discussions, beaucoup de troubles, et il ne paraît pas en avoir retiré lui-même personnellement un très grand profit. Je crois qu'on ne fait pas une réforme de la Constitution, qui est quand même le texte fondamental de la vie politique dans notre pays, dans un climat de doute, d'approximation, d'interrogation et de contestation.
Je propose donc que ce soit la nouvelle Assemblée nationale, qui va être élue dans un peu plus d'1 an maintenant, qui soit saisie du problème et qu'on essaie d'y associer l'ensemble des forces politiques du pays au sein de ce comité consultatif dont j'ai proposé la création. Mais je précise qu'à mes yeux, nous avons une bonne constitution. Elle mérite quelques réformes, quelques amendements sur des points précis, mais il faut en maintenir l'équilibre essentiel et ne pas en faire un enjeu je dirais, de dispute électorale et de dispute politicienne. Autre thème maintenant, la 4e journée mondiale contre le sida. Plusieurs manifestations se sont déroulées aujourd'hui à Paris. Au Trocadéro, un grand rassemblement d'information. Dans les rues de la capitale, un défilé de l'association ACT UP destiné à sensibiliser population et pouvoirs publics sur l'urgence de la situation. Reportage de Nathalie Darigrand et Thierry Isaac. Décrétez l'état d'urgence, sida, décrétez l'état d'urgence. 1er décembre 1990, 13 000 séropositifs en France, 8 000 morts. 1er décembre 91, 24 000 cas, 11 000 morts. Des chiffres inlassablement répétés tout au long du cortège cet après-midi. À Paris, environ 1500 personnes ont répondu à l'appel de l'association ACT UP. On a par exemple plus de cas à Paris même, avec 8000 cas de sida, que dans toute la Grande-Bretagne, que dans toute l'Allemagne. On est arrivé aujourd'hui à un point où on ne peut plus s'attendre. Il faut décréter l'état d'urgence, il faut débloquer les fonds, il faut vraiment qu'on unisse nos forces pour ensemble lutter contre cette maladie. Exigez, mesdames, le préservatif de vos amis. Exigez-le absolument. La lutte contre le sida, ça passe avant tout par la prévention, mais ça passe aussi par la lutte contre toutes les discriminations. Ça passe par la prévention, mais dans tous les domaines, à l'école par exemple, ce qui n'est évidemment pas fait. Une meilleure prévention, c'est la priorité des priorités pour ACT UP, qui multiplie depuis 3 ans les appels au pouvoir public. Pas que seulement les séropositifs et les malades qui se mobilisent, c'est aussi leurs amis, leurs familles. La crise du sida touche des centaines de milliers de personnes en France et il faut faire des mouvements de masse pour montrer au gouvernement qu'il faut quand même aller plus loin. 1 minute de silence en fin de manifestation. Il y a 8 ans, il y avait moins de 30 malades du sida en France. Alors, Monsieur Balladur, quelles seraient concrètement vos propositions pour favoriser à la fois la prévention, développer la recherche et apporter des soins aux malades? Je crains que nous ne soyons qu'au début d'une crise sanitaire, sociale et morale qui risque d'être extrêmement grave, et plus encore d'ailleurs dans certains pays étrangers que chez nous. Et qu'il est donc temps de prendre conscience de ce problème. Alors, il y a 2 aspects. D'abord, la réparation du passé. Il y a eu une contamination en raison de... Je ne sais pas quel est le terme qu'il faut employer, la légèreté, l'imprévoyance, l'irresponsabilité d'hommes et de femmes qui, à des titres divers, représentaient l'État et avaient une fonction d'État au nom de la collectivité. C'est la transfusion sanguine. C'est la transfusion sanguine, c'est à l'État de réparer les dommages, sans faire appel à l'impôt, sans faire appel aux assurances. Que l'État fasse des économies dans son budget pour réparer ce dont il est responsable, ce dont ses représentants, je n'ai pas à me prononcer sur les responsabilités et les fautes, je ne les connais pas, mais il est évident que c'est les représentants de l'État qui portent ces responsabilités. C'est à l'État à réparer. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est indéniablement une maladie qui gagne énormément de terrain en France, en Europe, et qui demande beaucoup de crédits, à la fois pour développer la recherche, pour améliorer la prévention et pour favoriser les soins. Eh bien, je crois qu'effectivement, il faut entreprendre en matière de lutte contre le sida une action beaucoup plus importante que celle qu'on a menée jusqu'à maintenant. Ça suppose des moyens financiers beaucoup plus considérables sans doute, ça suppose des liens entre les organismes internationaux et les centres de recherche de par le monde, et ça suppose pardonnez-moi le terme, une sensibilisation de l'opinion publique, et notamment des jeunes, pour qu'ils soient bien conscients des risques qu'ils courent. Je le répète, je le crains. Nous ne sommes sans doute qu'au début d'une crise qui risque d'être sur le plan social et moral très grave et qui fait penser aux grandes épidémies dont nous croyions être débarrassés, qui étaient un peu un souvenir du passé. Eh bien, il faut que nous prenions d'urgence les mesures nécessaires, et je trouve que la première mesure qui consiste à instituer une taxe supplémentaire pour faire payer les citoyens quand c'est l'État qui a commis une faute est une mesure parfaitement, à mes yeux, inadmissible. Je voterai contre cette mesure au Parlement. Les autres faits marquants de l'actualité maintenant, en bref, avec le commentaire d'Isabelle Thomas.
Mission écourtée pour les astronautes américains d'Atlantis. La défaillance d'un système de navigation a conduit la NASA à rappeler l'équipage sur Terre avant mercredi. Les vents décideront de l'heure précise d'atterrissage prévue sur la base d'Edwards, en Californie. Après avoir déployé un satellite d'alerte et fait des relevés stratégiques, Atlantis travaillait, ironie du sort, à des expériences médicales pour allonger la durée des missions de navette. Grève nationale des dockers dans les ports français aujourd'hui et demain. La CGT dénonce la réforme voulue par le secrétaire d'État à la mer, mettant en cause le monopole de fait à l'embauche du syndicat. Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer et Rouen connaissaient déjà hier de sérieuses perturbations. Nouveaux affrontements la nuit dernière entre jeunes harkis et forces de l'ordre dans le quartier nord d'Amiens. Les manifestants veulent toujours se faire entendre auprès du préfet pour de véritables réformes. Une protestation qui a vite dégénéré en jet de pierre et incendie de voitures. 2 CRS et un policier ont été blessés. Le préfet a ce soir reçu une délégation des fils de harkis, initiative considérée par eux comme une armistice. Je reviens et je termine ce journal sur l'actualité sociale. Monsieur Balladur a vitré pendant les états généraux de l'opposition en cette fin de semaine. La notion de justice sociale a pris une ampleur un peu nouvelle dans le programme économique de l'opposition. Certains disent même que cette ampleur est un peu inattendue. J'aimerais m'attarder sur un point simplement. Vous voulez combattre, diminuer les prélèvements sociaux sur les salaires et donc laisser à l'État la responsabilité de gérer ce que j'appellerais les salaires des citoyens de façon à ce qu'ils soient moins diminués par les différents prélèvements. C'est une affaire... les entreprises qui devraient apporter leur contribution. C'est une affaire très simple. Les salariés français, ce qu'ils reçoivent sur leur feuille de paie, en bas à droite, une fois qu'on a fait toutes les déductions possibles et imaginables, le salaire direct que perçoivent les Français est plus faible que celui que perçoivent nombre de salariés étrangers, notamment allemands. Pourquoi ? Parce que les charges que doivent payer aussi bien les salariés que les entreprises sont tellement importantes qu'ensuite, ce qui reste pour la consommation et les besoins familiaux est trop faible. Je propose donc que les cotisations familiales cessent d'être payées par les entreprises et que dans un plan de 10 ans, leurs charges soient transférées au budget de l'État. Mais que les entreprises ne conservent pas pour elles cet argent qu'elles ne paieront plus et qu'elles le redistribuent aux salariés dont ça augmenterait les salaires en moyenne en termes de période de l'ordre de, disons, 7%. Et l'État trouve où cet argent qui lui manque? Et attendez, et les salariés seraient invités, encouragés à épargner ce salaire supplémentaire pour mieux préparer leur retraite, car parmi les problèmes non résolus de notre société, alors que nous venons de vivre des années où il y avait tout de même beaucoup d'argent, il y a le fait que les retraites ne sont pas encore assurées. Voilà la réforme sociale. L'État serait conduit, selon vous, à faire des économies une nouvelle fois. Mais c'est tout à fait possible. Une nouvelle fois, il n'en fait pas assez. Écoutez, lorsque j'étais ministre des Finances, nous avons fait beaucoup d'économies. Il serait temps de recommencer à en faire. Merci Édouard Balladur d'avoir été ce soir le grand témoin du 19-20. Nous allons refermer ce journal avec les images du jour, celle de la victoire de l'équipe de France de tennis en finale de la Coupe Davis. L'émotion était à son zénith cet après-midi à Lyon. Prochain rendez-vous soir 3, prochain rendez-vous d'information soir 3 à 22h25. Je vous souhaite un très bon début de soirée.